Bonjour, donc on est aujourd'hui le 20 juin 2018 et je vais voir une vidéo un peu spéciale qui n'a pas trait, je veux dire, à des matières que je donne auparavant. Mais en fait, c'est une information que je vais passer concernant certaines, ce qu'on pourrait décrire maladies. Bon, on va voir tout ça. Parce que je veux dire, c'est quand même assez conséquent, ça peut intéresser beaucoup de gens. Et donc, je vais en parler quand même. Parce que je veux dire, ça peut intervenir chez de nombreuses personnes dans les populations, quel, de quel que soit le type de population, je veux dire, de n'importe quel pays du monde. Bon, et ça concerne... Donc, elles sont prises en compte comme en tant que maladie, hein, parce qu'elles peuvent être invalidantes, handicapantes, dire pour certaines personnes, et donc causer du tort dans son environnement social, par rapport à son environnement social. Voilà. Par rapport à son environnement social, elle peut causer du tort, puisqu'en fait c'est une maladie d'ordre psychologique, psychiatrique. Bon, alors tout d'abord, la psychiatrie, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme, je peux interpréter ça comme une gamme. Une gamme. Une gamme, hein, et je veux dire, avec des types de comportements qui peuvent ressortir dans cette gamme. Hein, on peut être, certaines personnes peuvent être un petit peu nerveuses, un petit peu peureuses, un petit peu, je veux dire, mélancoliques, un petit peu, je veux dire, autistes, un petit peu, voilà, un petit peu, je veux dire, je sais pas, enfin, il y a pas mal, je veux dire, de gammes de personnalités qu'on peut avoir comme ceci, voilà, un petit peu maniaque, voilà, voilà, un petit peu maniaque, tout le monde peut être un petit peu maniaque, tout le monde peut être un petit peu autiste, tout le monde peut être... Voilà. Et ce qui fait la maladie dans cette gamme-là, c'est quand une composante ou l'une ou l'autre composante ressort un peu trop. Voilà, donc quelqu'un qui est fortement autiste, ben, elle n'est plus comme une personne normale qui est, je veux dire, pondérée au niveau de l'autisme. L'autisme, beaucoup de gens sont un petit peu autistes, hein, quand on regarde bien les gens qui ne sortent plus maintenant. Hein, je veux dire, c'est une espèce de forme d'autisme une forme de ne pas aller vers l'autre est une forme d'autisme. Voilà, donc en fait, mais les gens le sont un petit peu, mais quand ça devient conséquent, ben, on dira que il y a une maladie générée par, je veux dire, quelque chose qui ressort de trop, c'est-à-dire l'autisme. Notamment pour la mélancolie, ben, si tout le monde est un petit peu mélancolique, bon, tout le monde a des remords, etc., etc. Mais il se peut qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont plus mélancoliques que d'autres, et donc cette composante ressort énormément plus. Et donc, fatalement, une des manières de faire, c'est de réduire, je veux dire, voilà, cette mélancolie. Si le gars est fortement mélancolique, c'est de réduire cette composante mélancolique au travers soit d'une approche, je veux dire, par elle-même, hein, essayer de réduire ceci. Comment peut-on réduire ceci? Par des activités, en fait, justement sociales, des activités sociales qui vont faire en sorte de prendre du plaisir pour essayer de réduire beaucoup de ces choses-là. Pour autant que la personne veuille, parce que justement le problème reste dans la rigidité de que les personnes ne bougent pas par elles-mêmes et donc sont obligées d'aller voir un médecin qui va tenter de faire bouger les choses, c'est-à-dire un médecin psychiatre ou encore un psychologue qui peut, je veux dire, essayer de faire bouger les choses. Pour autant qu'il puisse le faire, parce que s'il n'arrive pas à le faire, à ce moment-là, c'est des médications par médicaments qui vont se faire, et voilà, là il faut passer par un psychiatre, et c'est lui qui va faire en sorte essayer de faire bouger les choses par, par la force. Par la force des choses, voilà. Puisqu'en fait, la personne ne se remet pas en question, n'essaye pas de faire des exercices pour essayer de réduire, atténuer, je veux dire, une des composantes qui serait trop importante parmi la gamme et qui le rend malade. Mais attention que, voilà, cette gamme comprend énormément de choses, hein. J'en ai pris quelques-unes ici, mais bon, voilà, elle comprend énormément de choses, voilà. Bon, maintenant, ce qui caractérise, je veux dire, l'être humain, bon, c'est aussi beaucoup les peurs, hein. Les peurs, bon, on retrouve dans les peurs la paranoïa, les phobies, etc., etc. Voilà,
on va dire, ce qu'on appelle un, comment ça s'appelle, les symptômes de peur, c'est dû à des inquiétudes, de l'anxiété, etc., etc., euh, par rapport à une vision des choses. Une vision des choses par rapport au sens. Parce que bon, quand on entend et on voit certaines choses, ben, on perçoit les sens perçoivent des choses et je veux dire, on peut être traumatisé à petite échelle ou à grande échelle par rapport à, je veux dire, euh, ce que le cerveau, je veux dire, capte comme information pour les traiter. S'il les traite mal, ben voilà. Euh, S'il les traite très mal, ben, je veux dire, on peut être un petit peu traumatisé, comme on peut être grandement traumatisé, comme on peut avoir peur, etc. Tout dépend du cerveau, comment il va traiter les informations et comment on fait en sorte d'essayer de récupérer, je dirais, des stimuli qui vont faire en sorte que votre cerveau va réagir. Voilà. Et comment réagir par rapport, comment faire en sorte de bien réagir par rapport à ces stimuli. Je ne dis pas que bon, il faut rester calme, c'est pas vrai, parce que quelqu'un qui tombe d'un avion, aller lui dire de rester calme, la chose à faire, c'est qu'il doit prier, je veux dire, ces derniers jours, voilà, ou quelqu'un qui est maintenu dans un ascenseur où il y a le feu, fatalement, bon, il est dans ces derniers jours, et bon, il n'a plus à réfléchir quant à, je veux dire, la suite des événements, parce qu'il sait bien qu'il est cuit. Voilà. Et donc, là, il faut faire face à son destin. Et donc, fatalement, là, avant son destin, il y a une très grande peur. La peur, je veux dire d'aller dans l'au-delà. Et bon, avec tout l'inconnu que ça peut poser comme question, comme questionnement. Et comme, je veux dire, bien sûr, la peur de perdre son entourage, etc., etc. Hein, quand on risque une mort, ben on a peur de perdre toutes les personnes, je veux dire, qui nous entourent, etc., etc. Voilà, donc ici, ça, ce sont les peurs. Les peurs, voilà, elles sont de multiples et variées. C'est encore toute une gamme dans la gamme. On a une gamme ici, on a une gamme dans la gamme, et voilà. Bon, ceci étant dit, je vais traiter ici, justement, des répertoires, ce qu'on appelle des répertoires de peur, hein, de peur généralisée, dû à, justement, à des perceptions de certains objets, de certains faits, de certains, voilà, de certaines personnalités, etc. Tout ce que le cerveau peut entrevoir comme information, ben, certains peuvent en créer une maladie qu'on appelle des phobies. Et il en existe toute une panoplie de phobies. Et attention que, bon, les maladies mentales, bien sûr, euh, ou les dérives psychiatriques ou psychologiques, bon, peuvent je veux dire, se mélanger et peuvent donner des amalgames. Par exemple, si je prends la maladie qui est la nosophobie et hypochondriaque, ça n'a rien à voir. Je veux dire, hypochondriaque, ben, c'est avoir peur d'avoir des maladies généralisées hypochondriaques. Alors que la nosophobie, c'est la maladie, c'est peur d'avoir de maladies bien spécifiques telles que des maladies sexuellement transmissibles, le cancer, voilà, et certains types de maladies. Voilà. Donc, contrairement à l'hypochondriaque, lui a peur de toutes les maladies. Voilà, c'est une peur généralisée. Bon, voilà, donc la peur, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment, je veux dire, que peuvent avoir les animaux ou les êtres humains, tout être humain, toute personne douée, je veux dire, d'une intelligence, bon, peut traiter l'information et mal la traiter, enfin c'est vrai que ça dépend du contexte, mais je veux dire, le système nerveux peut réagir euh, en fonction, je veux dire, des événements qui l'entourent. Voilà, des événements qui l'entourent. Bon, maintenant, n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit. Bon, ça c'est pour une personne normale. Bon, elle peut attraper certaines maladies mentales ou avoir des maladies mentales et donc il faut réduire, je veux dire, atténuer certains je veux dire, comportements de la gamme des comportements que l'on peut avoir. Voilà. Donc voilà, quand on a quelque chose qui sort un peu trop, ben, on a un trouble de comportement, du comportement. Voilà. Et donc il faut réduire ces comportements. Mais n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit. Bon, ça c'est le cas pour des personnes, je veux dire, normales qui peuvent attraper quelque chose d'anormal. Voilà. L'une ou l'autre chose anormale. Mais n'allez pas me dire que ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire si on bousille son système nerveux, fatalement, s'il est bousillé au travers de quelque chose, hein, je veux dire par un accident vasculaire cérébral, par un accident grave qui a bousillé le cerveau, tout ce qui est chimique est perturbé du fait que les fonctions ne sont plus assurées à cause, je veux dire, on va dire de troubles d'organes, hein, les organes, certaines parties du cerveau ont été touchées,
Et donc, fatalement, là, à ce moment-là, c'est un handicap mental qu'on a, et ça n'a plus rien à voir avec ce que je raconte ici. Voilà, quelqu'un qui se drogue et qui peut bousiller toutes ces cellules du cerveau pendant des années, qui se drogue, il se drogue, il se drogue, il se drogue, mais fatalement, il va finir par bousiller, ben voilà, toutes les connexions nerveuses qu'il a, plus les neurones, etc., etc. Et il va se rendre lui-même, il peut se rendre lui-même handicapé, je veux dire, voilà, voilà. Et ça n'a plus rien à voir avec ceci, parce qu'à ce moment-là, bon, un handicap mental, bon, quelqu'un qui a une maladie grave du cerveau et qui bousille, où il y a, je veux dire, une partie qui est endommagée du cerveau, ben ça, ceci, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'explique, hein, je veux dire, bon, voilà, ça c'est des troubles qui peuvent, qui surréagissent, des troubles qui surréagissent, voilà, d'après le comportement de la personne, hein, d'après comment il a, ça il faut voir comment il a vécu, comment il a été éduqué, comment, je veux dire, on l'a interprété, je veux dire, certaines choses, et aussi, bon, lui aussi, il se crée des peurs par rapport à certains objets, bon, je veux dire, voilà, et certains objets, certains faits, mais quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a bousillé son cerveau, fatalement, s'il y a des choses qui sont trop grandes ici, fatalement, c'est à cause que le cerveau est bousillé, ça n'a plus rien à voir. Moi, je parle d'un cerveau qui devrait fonctionner normalement, qui fonctionne normalement, et qui, malgré tout, je veux dire, possède des troubles, voilà. Contrairement à un cerveau qui est endommagé, qui lui a des troubles, fatalement, il est endommagé, il va avoir des troubles. Mais moi, je parle d'un cerveau, je veux dire, qui n'a pas eu d'accident vasculaire cérébral, qui n'a pas eu d'accident endommagé suite à un choc, je veux dire, avec un obstacle, ou qui n'a pas été, je veux dire, perturbé par je veux dire, de la prise on va dire, de substances qui, à la longue, a fait que le cerveau est endommagé. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais répertorier, comme j'ai expliqué, un ensemble de phobies, voilà, et il en existe toute une panoplie. Mais on peut en inventer toute une panoplie aussi. Pourquoi? Parce que on peut inventer des phobies sur tout et n'importe quoi, sur tout objet, toute vue ou toute sensation En fait, les sens peuvent réagir par rapport à la vue et à l'ouïe. Tout ce qui peut provoquer, je veux dire, une perturbation au niveau une perturbation normalement en tant que stimulé, une perturbation en tant que stimulé au niveau du cerveau, que certaines personnes vont le prendre mal, ben ça sera considéré comme étant une phobie. Par exemple, un son qui est trop fort, bon, certains ne supportent pas les sons très forts. Donc à ce moment-là, on peut parler de phobie. Et là, je vais en donner toute une panoplie. Et je donnerai un site, allez voir, qui est le même que celui-ci. En fait, mais il a juste changé, je veux dire, il a été mis à jour. Voilà, par exemple, si je prends acérophobie, c'est peur de ce qui a un goût de sûr. L'acluophobie, de l'obscurité. L'acrophobie, de ce qui est tranchant. L'aérophobie. Voilà, aérophobie, agoraphobie, peur de la foule, écurophobie, de ce qui est pointu, voilà, acousticophobie, voilà, peur des sons, algophobie, de la douleur, altophobie, de l'altitude, amatophobie, de la poussière, ancraophobie, du vent, anginophobie, de l'étroitesse, anglophobie de ce qui est anglais, anthrophobie de l'homme, antlophobie des inondations, anthophobie des fleurs, apeirophobie de l'infinité, apiphobie pour des abeilles, apopathodia, philatophobie d'être constipé, arachnophobie des araignées, asténophobie de la faiblesse, astraphobie de la foudre, astrophobie des étoiles, atélophobie de l'imperfection, athéphobie de la ruine, holophobie de la flûte, auroraphobie des aurores boréales, ballistophobie des missiles, bacillophobie des microbes, barophobie de la gravité et pesanteur, bathophobie des profondeurs, bathophobie. Attention qu'il y a bathophobie avec H et bathophobie sans H. Hein. Bathophobie, c'est des profondeurs. Bathophobie sans H. Enfin, c'est pas le. Je parle pas du phobie, du H de phobie, mais du H de bat. Bathophobie, avec H des profondeurs, comme bathyscaphe. Hein. Et bathophobie,
C'est la peur, la phobie de marcher. Batrachophobie des reptiles. Bélonéophobie des aiguilles. Bibliophobie des livres. Bienophobie de la vase. Brontophobie du tonnerre. Carcinophobie du cancer. Chaétophobie des cheveux. Chaétophobie, enfin ici, enfin j'ai regardé, chéimatophobie du froid, chéimophobie des tempêtes, chérophobie de la gaieté, chionophobie de la neige, chrométophobie de l'argent, chromophobie de la couleur, chronophobie de la... il y a chromo de la couleur, comme chromatique, et chrono de temps. Chronomètre. Chronophobie de la durée, claustrophobie des endroits renfermés, climacophobie des escaliers, clinocophobie de se mettre au lit, cnidophobie des piqûres, coprophobie des excréments, cristallophobie des cristaux, créatophobie de la viande, du sang, cryophobie de la glace, du froid, cyclophobie des bicyclettes, simophobie des mers agitées, cynophobie des chiens, démonophobie des démons, démophobie des foules aussi, des foules aussi, apparemment des mots voilà, voilà, peuple démocratique, des mots, dendrophobie des harpes, dermatophobie de la peau, dextrophobie de ce qui est à droite, diabétophobie du diabète, dichéphobie de la justice, doraphobie de la fourrure, électrophobie de l'électricité, éleutérophobie de la liberté, énétéphobie des épingles, entomophobie des insectes, eusophobie de l'aube, et érémitophobie de la solitude, érotophobie de rougir, ergotophobie du travail, éritophobie de rougir, galophobie de ce qui est français, gallo-romain, voilà. Gamétophobie de mariage, géniophobie de bavardage, génophobie du sexe, géphirophobie de franchir des ponts, germanophobie, géphirophobie c'est de franchir des ponts, germanophobie de ce qui est allemand, gématophobie du goût, graphophobie de l'écriture, gymnophobie de la nudité, gynophobie des femmes, hématophobie du sang, aptophobie de toucher, arpaxophobie des voleurs, hédonophobie du plaisir, hématophobie du sang, odophobie des voyages, homiclophobie de la brume, homophobie de l'homosexualité, horméophobie des chocs, hydrophobie de l'eau, hygrophobie de l'humidité, hypégiaphobie des responsabilités, hypnophobie du sommeil, idéophobie des idées, catagélophobie du ridicule, kénophobie du vide, keptophobie du vol, kinétophobie du mouvement, coniphobie de la poussière, copophobie de la fatigue, kyphophobie de se voûter, l'allophobie des discours, voilà, l'immonophobie de la ficelle, logophobie, l'hymnophobie des lacs, l'évophobie de ce qui est à gauche, l'isophobie de la folie, maniaphobie de la folie, mastigophobie de la flagellation, mécanophobie de la machinerie, métallophobie des métaux, métérophobie des météores, métiphobie des boissons alcoolisées, mnémophobie des souvenirs, monophobie d'une seule chose, musicophobie de la musique, musophobie des souris, et misophobie de la poussière, et mixophobie de la vase. Bon, vous comprendrez qu'ici, voilà, tout est ici. Voilà, je présente le document. Maintenant, je vais donner le site où il y en a un peu plus. Fatalement, on peut créer, je veux dire, des peurs de tout et de rien. Bon, il y en a qui ont plusieurs phobies. Voilà. Ils n'en ont pas qu'une, ni deux, ni trois. Ils en ont plusieurs. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont certaines phobies. Que quand ils sont, je veux dire, en contact avec
un jour ou l'autre par rapport à tout ça, ben, ils vont se rendre compte qu'ils sont phobiques de certaines choses. Bon, on ne peut pas tout rencontrer dans une vie, donc on ne peut pas se dire de quoi on est phobique ou pas. Par contre, ici, je vais donner le site web, un site web d'où vient le document, et je veux dire, qui a été, ce même site web qui a été mis à jour, et qu'ils ont modifié certaines choses, peut-être qu'il y a des petites erreurs, mais ils ont peut-être modifié, et je veux dire... voilà, je vais vous donner le site qui est www.phobie-0 sans s .qc.ca Canada. Voilà. Voilà. Alors, à ce moment-là, quand vous allez là, bon, à ce moment-là, vous pouvez traverser bon, vous pouvez aller surfer sur certains liens pour retomber sur le répertoire des phobies. Mais je vais quand même vous donner le répertoire des phobies. Hein. Il n'y a pas besoin de parcourir pour aller, vous allez juste dans, il faut cliquer normalement démystifier. Donc, voilà, cliquez sur démystifier. Donc à ce moment-là, vous aurez slash ici, slash, va apparaître bien sûr démystifier, voilà, démystifier, oui. Et alors à ce moment-là, dans démystifier, vous recliquez répertoire des phobies. Donc fatalement, vous allez avoir un sous-répertoire, voilà. Si vous cliquez une fois, il y aura voilà, il y a un mot-clé qui est démystifié hein, dans la page web www.phobie0qc.ca. Vous cliquez sur le lien démystifié, vous allez voir qu'il y a un autre lien possible qui est répertoire. Ben, si maintenant vous tapez ce que je suis en train de taper avec des slash, ben, vous allez directement aboutir au lien, au dossier, voilà. Répertoire, voilà, des, bien sûr, avec tiret, phobie. Voilà, répertoire de phobie, avec S. Et là, à ce moment-là, vous avez toute une panoplie de répertoire de phobie hein, qui va de A à Z, et ça vous explique, je veux dire, énormément, je veux dire, de choses. Il suffit de cliquer sur apigophobie, c'est la peur des... Il y en a plus que celui que j'ai dit, il y en a qui ont été mis à jour aussi, parce que pour moi, ça venait de l'ancien ancien, je veux dire, site. Et ici, il a été mis à jour. Donc, voilà, fatalement, on retrouve des nouveaux mots-clés et certains qui ont été corrigés. Voilà. Et donc, ça, c'est un site, je veux dire, qui est un site, je veux dire, pour ceux qui veulent être aidés, justement, dans le cas de maladies de phobie, ou de troubles de l'anxiété, ou de troubles de panique. Bon, c'est un site, voilà, qui aide les personnes, qui les guide, etc., qui peuvent les guider, hein, et qui peuvent donner des informations pour savoir bon, si la personne est bien. Ça fait pas office de DSM5. Hein. Je dis pas qu'il y a tous les DSM5. Je dis pas qu'il y a tous les troubles psychiatriques là-dedans ou psychologiques ou tout ce qu'il y a. C'est pas ça que je veux dire. Ça n'a rien à voir. C'est un site qui vous aide à peut-être cibler certaines choses. Et de toute façon, si vous avez quelque chose comme ça, l'idéal pour le faire partir, il faut consulter. Il faut consulter. Il faut payer voilà, des médecins spécialisés dans ces voilà, pour faire partir ça. Pour tenter de faire partir ça. Pour tenter de faire partir ça. Parce que ça peut partir et revenir. Voilà. Ça peut partir et revenir. Un jour ou l'autre, vient un petit traumatisme. Ben voilà. Les peurs pour revenir. Et donc après, il faudra refaire le même travail qui a été fait. Attention que certaines phobies peuvent rester toute une vie. Voilà. Si c'est ancré dans la personnalité, ben, je veux dire, ça va être difficile à faire partir. Il faudra vivre avec ou gérer les situations. Voilà. Ou je veux dire, bon, on peut pas se mettre, je veux dire, en quelqu'un qui a des phobies, il peut pas fatalement se mettre toujours en situation de zénitude ou situation de ce qu'on appelle d'hypnose, parce que là, à ce moment-là, on se met faire ça, c'est se mettre un petit peu en retrait dans un monde, je veux dire, intérieur.
C'est, voilà, chaque fois, en fait, on peut le faire à chaque fois, mais c'est une gestion intérieure, je veux dire, qui est propre, je veux dire, essayer de se mettre dans un espèce de monde virtuel, hein. Voilà, la zénitude ou l'hypnose, c'est de se retrouver, je veux dire, c'est travailler, je veux dire, un petit peu son cerveau pour se retrouver dans un monde virtuel pour, je veux dire, effacer tout ce qui est sentiment, je veux dire, de peur, d'anxiété, d'angoisse et de, voilà, au niveau du cerveau, c'est de, voilà. Il y a aussi les religions, les religions qui peuvent aider, je veux dire, à contrecarrer, je veux dire, certaines choses, mais la peur peut toujours être présente, mais il faut la gérer comme ces situations-là. Ça demande une gestion. C'est une gestion permanente. Et alors, bon, à un moment donné, le permanent, bon, ça peut un petit peu embêter. Parce que toujours comme ça, pendant des années, bon, ça peut un petit peu embêter certaines personnes. Voilà. Donc maintenant, ici, sachez que ça fait pas office, le site là ne fait pas office de DSM-5. Hein, voilà, je crois que c'est le DSM-5 qui répertorie toutes les maladies mentales. Voilà, qui est utilisé, en fait c'est en fait c'est l'outil du psychiatre. Hein, il va s'aider du DSM-5 pour, je veux dire, bien cibler certaines maladies qui sont difficiles à cibler, parce qu'en fait, pour une même peur, ben, ça peut avoir, je veux dire, de multiples, je veux dire, c'est comme un mal de tête, ça peut provenir d'où? Ben, un mal de tête peut provenir de tout et n'importe quoi. On peut avoir avoir un mal de ventre et donc avoir mal sa tête à cause du mal de ventre. Voilà. Parce que tous les signaux proviennent du cerveau, donc je veux dire, un mot de tête, un mal de tête, bon, c'est un signal qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Mais ça peut être tout et n'importe quoi qui ne va pas bien dans le corps et qui engendre un mal de tête. Voilà. Et donc ici, une peur, c'est la même chose. Un mal de tête, c'est pas avec un mal de tête qu'on va pouvoir trouver quelle est la maladie. Parce que le mal de tête peut être provoqué par beaucoup de maladies. Et ici, c'est la même chose. Une peur peut être provoquée par beaucoup de maladies. Donc, c'est au psychiatre, je veux dire, qui a fait nombreuses années d'études, qui doit repérer, je veux dire, ce qui ne va pas, et je veux dire, analyser la personne pour, en fin de compte, en arriver à une analyse et une objectivité de son, comment est-ce qu'on appelle ça, de son analyse et de son, comment est-ce qu'on appelle ça, diagnostic, pour émettre un jugement, un jugement. Et ce jugement, encore, il n'est pas encore sûr d'être bon. C'est comme un médecin, quand il donne, il va faire un diagnostic, mais le diagnostic ne va pas être forcément bon. Il aspire à ce que son diagnostic soit bon, mais bon, il y a tellement de maladies, tellement de particularités dans les maladies, tellement de choses qu'on ne peut ne pas voir, on peut passer à côté de certaines choses que, bon, des médecins peuvent se tromper comme des psychiatres peuvent se tromper. Bon, ils ont fait des études pour ne pas se tromper, mais bon, c'est difficile. Bon, 99% des cas, ils peuvent ne pas se tromper, peut-être 1 ou 2%, 1 ou 2%, ils peuvent se tromper, parce que je veux dire, on peut avoir une maladie, des maladies très spécifiques que personne ne rend compte et que, bon, le médecin tombe dessus. Voilà. Par exemple, si je prends le cas de la psychiatrie, si je prends la maladie de syndrome d'Asperger, c'est une maladie qui n'a pas été trouvée il y a très longtemps. On retrouve encore de nouveau maintenant des maladies qui se spécifient. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des psychiatres qui ne trouvent pas certaines maladies, hein, parce que le trouble de l'autisme, il peut s'agir de plusieurs types de maladies, beaucoup de maladies. Et si je prends le trouble d'Asperger, qui est une forme de trouble de l'autisme, elle n'a pas été trouvée il y a longtemps. Ça date de 20-30 ans d'ici que ça a été trouvé. Et il y a peu, ils ont trouvé encore une nouvelle maladie qu'on appelle le burn-out. Burn-out, contrairement au burn-out, je veux dire, il existe le burn-out, c'est-à-dire, bon, une maladie, bon, quand on va travailler, ben, je veux dire, on se sent inutile, je veux dire, on est ennuyé par ce qu'on fait, to bore, B-O-R-E de l'anglais qui veut dire ennuyé, hein, to bore, ennuyé, boring, ennuyeux, voilà, donc bar out qui veut dire ben, on va travailler et on est ennuyé parce qu'on fait des choses, on ne sait plus pourquoi on fait ce travail-là, hein, il est tellement ennuyeux que je veux dire on finit par tomber dans une espèce de voilà de maladie qui est le burn-out. Voilà. Donc vous voyez que maintenant on trouve des maladies, voilà, et il y a très peu de temps, on a diagnostiqué de nouvelles maladies, et donc, et dans le futur, on va encore retrouver des maladies, parce que
Hein, je veux dire, la science évolue. Je veux dire, la science est dynamique, elle n'est pas statique. On ne s'arrête pas, je veux dire, à se dire, bon, ça y est, on a trouvé toutes les maladies. Non, vous comprendrez qu'il existe tout plein de peurs propres à certaines choses. Hein, on peut avoir peur de beaucoup de choses. Hein. Il y en a qui ont peur du médecin, il y en a qui ont peur du professeur, il y en a qui ont peur. Voilà. Et on peut en faire des phobies, je veux dire, généralisées comme ça. Bon, on n'ose plus aller à l'école parce qu'on a peur du professeur, hein, de l'autorité du professeur, on a peur hein, de ses amis, on a peur. Voilà, on en fait une phobie. Une phobie, une peur, je veux dire, sociale. On en fait une peur sociale d'objets, de personnalités. Oui, voilà. Euh, on va voir. Certains ont peur la peur des clowns, certains ont la peur de l'habillement de police, certains ont la peur de l'habillement je veux dire, de comment est-ce qu'on appelle ça, euh, religieux. Hein, voilà, les habillements peuvent être interprétés par le cerveau, par beaucoup de personnes, de façon, je veux dire, négative et engendrer, je veux dire, des peurs. Voilà, donc ce qu'on appelle les phobies. Phobie de tout. On peut avoir les phobies des photos, des cadres, phobie des vidéos, phobie de la lecture, phobie de voilà de ce qui est propre. Voilà, il y a des gens qui ont des phobies de ce qui est propre, il y en a qui ont des phobies de ce qui est sale, il y en a qui ont des phobies. Voilà, attention que je suis dans les peurs parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on risque de tomber, faire l'amalgame avec les manies. Les manies, attention. Euh, les manies, c'est-à-dire pas confondre les manies de tout conserver comme objet, et donc se retrouver dans la saleté parce qu'on conserve tout, des phobies, parce que là, bon, pas confondre les manies des phobies, voilà, pas tomber dans l'amalgame, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que il y a tous les objets, toute personnalité peut créer des phobies, mais aussi tous les objets, toutes les personnalités peuvent aussi engendrer des manies, des manies. Voilà, des manies. Euh, voilà, la manie je veux dire, de collectionner euh, des cadres de certains chanteurs, la manie de collectionner, je veux dire, certaines choses à outrance. Et donc là, on tombe dans les manies, non pas dans les phobies. Voilà. On va dire, là, c'est plutôt le cerveau qui engendre un mécanisme impulsif euh, enfin, de compulsion, je m'excuse, de compulsion pour, comment est-ce qu'on appelle ça, pour euh, collectionner, je veux dire, euh, certaines choses. Voilà. Et il existe tout aussi, tout comme les phobies, on peut les cataloguer, les différencier, les distinguer. Ben on peut, les manies, c'est pareil, on peut distinguer les manies, les différencier et les cataloguer. Voilà, pas tomber dans l'amalgame, hein. Manie, phobie, bon, c'est pas la même chose. Voilà. De toute façon, c'est un psychiatre bon, qui doit, je veux dire, établir un diagnostic après analyse. Je veux dire, bien sûr, normalement, l'idéal, c'est que le psychiatre vive avec la personne euh, euh, pour faire le diagnostic, hein, c'est de vivre avec et de regarder comment la personne, je veux dire, au niveau social, comment elle se comporte au niveau social pour tirer des conclusions. Mais généralement, c'est pas comme ça. Ça se passe, en fait, ça se passe dans un. L'idéal, c'est que le psychiatre suive son patient des heures et des heures et des heures jusqu'à tirer des conclusions au niveau diagnostic et là il pourra ne pas se tromper. Mais maintenant c'est vrai que quand ça se passe dans un cabinet médical, ben, le psychiatre peut, je veux dire, au travers des paroles données par le patient qui peut, je veux dire, induire en erreur, ben, le psychiatre peut, je veux dire, se retrouver, je veux dire, induit en erreur. Voilà. Sachez que bon, certaines personnes peuvent faire semblant de présenter des troubles psychiatriques. Pourquoi? Pour avoir, je veux dire, euh, pour profiter d'une aide sociale telle que les mutuelles. Donc, ou pendant en temps de guerre, certaines personnes se font passer pour fous pour ne pas aller en guerre, pour ne pas être fusillés, pour ne pas, voilà, pour échapper à certaines choses, ils se font passer pour fous. D'ailleurs, dans des films, de nombreux films, ont montré que, je veux dire, certains jouaient, je veux dire, au fou pour échapper à certaines choses. Voilà, voilà, voilà. Donc,
Par exemple, si je prends, il y a des films, hein, beaucoup de films, notamment le film Vol dans un nid de coucou, vous comprendrez que la personne était rentrée dans un internat psychiatrique et il a joué en fait comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, le vrai fou alors qu'il ne l'était pas et il a fini par être, je veux dire, trépané, je crois, trépané du cerveau pour enlever une partie du cerveau, chose qui se faisait auparavant. On enlevait des parties du cerveau qui causaient, je veux dire le stress, hein, et ça pouvait engendrer pire que mieux. Et donc, fatalement, là, on descendait au plus que, je veux dire, on en ressortait de son problème. Voilà, tout ça c'est pour vous montrer que bon, il existe un site qui répertorie, je veux dire, les phobies et que je veux dire, on peut avoir des phobies sur tout et n'importe quoi. On peut avoir des phobies des bruits, phobie de tout et n'importe quoi. Hein. Tout, on peut tout imaginer, et je veux dire, qui crée, je veux dire, une espèce de peur particularisée, mais attention qu'on peut en avoir plusieurs. Hein. On peut ne pas en avoir qu'une seule, mais on peut en avoir plusieurs. Et d'autres, ce qui est maladif, certains ont de nombreuses phobies. Mais maintenant, ces phobies-là, attention que ça peut être lié à d'autres troubles bien spécifiques. Hein. S'il y a des troubles bien spécifiques dans la personnalité, troubles du comportement, ben, fatalement, la personne va avoir de nombreuses phobies. Et voilà. Et là, il faut diagnostiquer s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui, je veux dire, certaines choses qui, je veux dire, voilà, qui tournent autour d'une maladie, je veux dire, autre que ces phobies-là. Voilà, parce que certaines maladies peuvent créer des peurs, certaines maladies peuvent créer des phobies, certaines maladies peuvent créer, je veux dire, du stress, certaines maladies peuvent créer, voilà, euh, voilà. Attention que trop stressé c'est pas bon, mais trop calme non plus c'est pas bon. Quelqu'un qui s'endort toute la journée, qui ne travaille pas, qui est toujours fatigué, c'est aussi un problème, hein. C'est problématique. Il faut une normalité. Qu'est-ce que c'est qu'une normalité? Mais c'est d'être dans une comment est-ce qu'on appelle ça? Dans un intervalle. La normalité, c'est d'être dans un intervalle, tout comme qu'est-ce qu'un bon taux de sucre? Mais c'est quand on est dans un taux de sucre bien précis. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un bon cholestérol? Ben c'est d'avoir un cholestérol dans un intervalle bien précis. Maintenant, si vous outrepassez tout ce qui est tout ce qui est, on va dire, composant sanguin, tout ce que vous dépassez en, comment est-ce qu'on appelle ça? En intervalle, mais vous êtes plus bon. Soit vous êtes trop haut, soit vous êtes trop bas par rapport à un intervalle. Bien, ici c'est la même chose. Ici c'est la même chose. Vous avez la normalité, bon, c'est dans un intervalle. C'est dans un intervalle. Tant qu'on est dans l'intervalle, il n'y a pas de problème. Quand on est au-dessus ou en dessous, trop stressé, c'est pas bon, mais trop calme non plus, c'est pas bon non plus. Parce que trop calme, bon, si on. Trop calme peut engendrer des problèmes, hein, beaucoup de problèmes. Nombreux problèmes. Normalement, même des problèmes sociaux, la personne est trop calme, elle ne participe pas, je veux dire, à certains événements, certains, euh, on va dire, certains événements de la vie sociale, de la vie familiale, de la vie au travail, de la vie, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est trop calme, elle est toujours en retrait. Et ça, si elle est trop calme en retrait, ben, c'est pas bon non plus. Quelqu'un qui est trop stressé, bon, ça ne va pas non plus. Voilà. Et donc, il faut une normalité, c'est-à-dire être dans un intervalle. La normalité, c'est ça, c'est dans un intervalle. Mais attention, qu'on peut être dans un intervalle et ressortir parfois de cet intervalle et y revenir. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui fait la personnalité. Hein. On peut être à un moment donné très calme, comment à un moment donné on peut se retrouver dans la normale. On peut être à un moment donné trop stressé, mais après revenir dans la normale. Voilà. Et ça, c'est qu'est-ce qui fait en sorte de ça? C'est la gestion quotidienne qui est que l'individu fait justement de sa journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait du sport? Bon, est-ce qu'elle fait des activités qu'elle aime bien? Est-ce qu'elle fait, voilà, si elle prend plaisir à beaucoup de choses et qu'elle fait du sport, voilà, qu'elle entretient son corps au niveau mental, au niveau physique, au niveau des activités plaisantes, à ce moment-là, bon, bien sûr, vous comprendrez que vous restez plus dans d'une gamme. Mais ça ne suffit pas parce que bon, il y a cours,
tous les événements à côté, c'est-à-dire les événements familiaux, les événements au travail, les événements, je veux dire, qui sont tout ce qui est lié sur les à côté, bon, et dont on n'a pas l'influence. On n'a pas l'influence. Voilà, si vous arrivez à gérer votre quotidien et qu'il est bien, mais il y a toujours le souci familial, le souci des amis, le souci de la famille, le souci je veux dire, voilà, d'une personne proche ou etc., qui fait que, bon, on n'est pas fortement, je veux dire, on est dépendant, je veux dire, indépendant, pardon. On est indépendant de certains événements extérieurs tels que la famille, le travail. euh, voilà. Et donc à ce moment-là, on essaie de se gérer soi-même pour être dans une gamme, mais malgré tout, il y a certaines choses euh, on n'a pas, je veux dire, la main mise sur tout. On peut pas tout contrôler. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut pas contrôler. On n'a pas le contrôle, l'autocontrôle de tout. On peut essayer de se contrôler au maximum pour, je dirais, essayer d'être dans une gamme la plus normale possible. Mais malgré tout, il reste toujours des événements extra qui font en sorte que bon, on n'a pas les capacités de pouvoir contrôler. Voilà, et ça, donc là, à ce moment-là, on risque voilà, de sortir d'une limite par énervement ou autre et rentrer dedans et rentrer dans la normalité par après. Je veux dire, voilà, c'est une vie. La vie, c'est une gestion quotidienne de ceci, du stress, de ses peurs, voilà, de ses angoisses, de ses, voilà, de ses activités pour se rendre bien au quotidien, hein, gestion quotidienne je veux dire, du mental et du physique. Voilà. Parce que le physique a besoin aussi de bouger, hein. Il n'y a pas que le mental qui nécessite, je veux dire. Et généralement, il y a beaucoup de choses qui permettent, je veux dire, d'avoir une influence sur, je veux dire, sur la pensée. Mais vous comprendrez que ce sont les religions, la politique et bien sûr tout ce qui est philosophie, etc., etc. Enfin, il y a pas mal d'outils qui peut ramener le cerveau, la zénitude, tout ce qui est recherche je veux dire, euh, d'atmosphère, je veux dire, d'ambiance, d'atmosphère, de tranquillité, voilà, qui va éliminer tout ce qui est négatif ou tout ce qui est problème pour se remettre dans un monde, je veux dire, un petit peu, je veux dire, spécifique d'absence de tout problème extérieur. Voilà. Voilà. Donc il existe pas mal de choses pour entretenir, je veux dire, le cerveau au niveau mental et notamment la spiritualité qui va jouer avec l'esprit. Bien sûr, il y a la philosophie qui est un peu plus ouverte, hein, contrairement aux religions. Les religions peuvent encore mettre des barrières, hein. Vous avez les barrières de la religion. Chez moi, la philosophie pousse un petit peu le bouchon un peu plus loin pour avoir plus de liberté. Plus de liberté concernant les religions qui, je veux dire, mettent beaucoup de barrières. La philosophie met plus de liberté pour ouvrir, je veux dire, la spiritualité à un niveau, on va dire, plus liberticide que la religion. La religion cadre bien certaines règles. Hein, je veux dire, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Mais la philosophie, je veux dire, tire comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, les frontières plus éloignées. Voilà, elle tire les frontières plus éloignées de façon à avoir plus de liberté, plus de possibilités au niveau de la spiritualité, je veux dire, d'être, on va dire, euh, euh, plus à l'aise. Voilà, plus à l'aise. Plus à l'aise dans le sens où il n'y a pas une prison qui est créée par rapport à certains interdits, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà, ça c'est la philosophie. Maintenant, vous avez tout ce qui est euh, recherche de la zénitude au travers, je veux dire, de toute une panoplie de corps de métier un peu spécifiques, tels que, je veux dire, vous avez enfin, je sais plus comment ce qu'on. C'est tous des corps de métier un peu spécifiques qui vont apporter une zénitude. Voilà. Par exemple, si je prends le yoga. Le yoga, ben, là, à ce moment-là, bon, vous allez pouvoir extraire, je veux dire, un maximum, je veux dire, euh, de ce qui pèse lourd dans l'esprit pour essayer
d'alléger l'esprit, de telle manière on va dire, à retrouver, je veux dire, une force intérieure et un calme, euh, un calme quasi, dire qu'on ne sait pas retrouver quand on est, je veux dire, en état de travail ou de, voilà, en état de travail ou d'activité, etc., etc. Ben, on cesse toute activité pour essayer de retrouver une force intérieure, une paix, une force intérieure, et donc une certaine spiritualité de l'esprit euh, qui s'en sorte grandie. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte que le cerveau peut être, je veux dire, hum, approché par voilà, approché par comment est-ce qu'on appelle ça, une tendance à- au calme, une tendance au calme, une tendance une tendance à ce que le cerveau euh, ne subisse plus, je veux dire, ne subisse plus, mais ne subisse plus, voilà, ne subisse plus. Bien sûr, la zénitude, ce n'est qu'à certains moments. Hein. Si vous faites de la religion, bon, certains, les gens qui ne sont pas de religieux, qui ne sont pas des hommes de religion, ben, fatalement, ils vont retrouver cette zénitude, bon, au travers de la prière, mais il ne faut pas 24 heures sur 24 la prière. Donc il y a des moments où ils vont aller travailler, ils vont rencontrer le stress, ils vont rencontrer beaucoup de choses, etc. etc. Bon, donc euh, je veux dire, et ça fatalement, il y a le stress positif et négatif. Fatalement, il faut savoir faire face, enfin, il faut savoir, c'est facile à dire, au stress positif que négatif. Mais malgré tout, euh, on évacue le stress soit en faisant du sport, en faisant de la zénitude, la spiritualité, etc., la philosophie, etc., ou au travers des activités que l'on aime bien, la peinture, la lecture, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Il existe des millions je veux dire, de possibilités de s'échapper par rapport au stress, par rapport, voilà. Le tout, c'est à la personne, je veux dire, de choisir son chemin et la bonne voie à suivre pour, je veux dire, euh, pour, je veux dire, se départir de son milieu stressant. Et voilà. Et donc, mais malgré tout, quand vous allez travailler ou vous êtes en famille, vous avez toujours un stress. Il y a toujours un stress. Mais pour évacuer ce stress, il faut des moments, trouver ces moments pour évacuer ce stress. Hein. C'est comme on va dire un condensateur, il se remplit. Ben, il faut savoir le décharger. Voilà. Voilà. Parce que s'il est trop chargé, ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. Il faut savoir le décharger. Mais, enfin, le condensateur, c'est encore une mauvaise manière, c'est une mauvaise explication, parce que, en fait, je dirais plutôt comme un vase, un vase rempli. Quand il est rempli, bah, il va déborder, voilà, parce que le condensateur, il ne déborde pas, lui. Voilà, quand il est rempli, il est rempli. On a beau l'alimenter, s'il est rempli, stop, il est rempli. De toute façon, il ne se remplira jamais, parce qu'en fait, c'est une courbe, le condensateur, c'est une courbe dire exponentielle qui va tendre vers une asymptote. Donc quand on tend vers une asymptote, on n'atteint jamais l'asymptote. Donc un condensateur ne se charge jamais complètement, jamais. Donc on atteint, dire, on est proche de la finalité, mais il y a toujours des résidus, un fifrelin avant d'être, qui ne sera jamais atteint pour le condensateur. Donc c'est un mauvais exemple, mais je prendrais le cas du vase d'eau, bon, vous mettez de l'eau, mais fatalement, si vous continuez à mettre de l'eau, s'il se remplit, se remplit, se remplit, ben, il va déborder. Et là, le débordement, bon, le cerveau va émettre des signaux, comme quoi, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas, que je veux dire, vous êtes dépassé par certains événements, et il va vous faire comprendre. Il va vous faire comprendre. Donc ici, voilà. Bon, maintenant, vous comprendrez que c'est tout à fait logique d'avoir tout ça. Il n'y a pas de honte à avoir quoi ou qu'est-ce. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait logique. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Le robot, lui, il n'a pas d'âme, il n'a pas d'état d'âme. Donc il n'aura pas de. Si vous créez un robot artificiel, vous lui dites d'aller travailler, il va travailler toute la journée. Ben, peut-être un jour il va se casser parce que bon, à force de faire les mêmes gestes, il va finir peut-être par s'user. Ben, il faudra faire un entretien, faire un ou des entretiens pour qu'il se mette en route, mais il n'aura pas d'état d'âme. Bon, ça, je crois qu'on peut créer des robots avec des états d'âme, mais bon, on va pas avoir des robots, je veux dire, un robot quand on le crée, bon, il travaille, il fait son travail, il n'a pas d'état d'âme, hein, je veux dire, si le robot est une personne, je veux dire, parce qu'il s'est retourné, hein, le robot s'est retourné qu'il y avait quelqu'un derrière, ben, elle va continuer son travail. Euh, et là, c'est à l'être humain de faire attention en mettant des capteurs tout autour de la zone de travail. Et s'il y a une personne qui a outrepassé, je veux dire, les règles de sécurité et qui a été, malgré les capteurs, je veux dire,
malgré un capteur qui a éteint les capteurs, certains capteurs qui étaient dans la zone de travail, et que le robot n'était plus commandé par des capteurs de sécurité, mais fatalement, si le robot se retourne, ben, je veux dire, il va tuer une personne. Voilà, et si le tue, ben, si elle a la possibilité de continuer à travailler parce que les capteurs ont été débranchés et qu'elle ne s'arrête pas à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle n'a pas d'état d'âme vis-à-vis de la personne qui est morte, c'est ça que je vais expliquer. Donc les robots, ça peut travailler, ça n'a pas d'état d'âme. Par contre, l'être humain, il a un état d'âme, un état d'esprit, et là, à ce moment, fatalement, il peut subir les aléas, les conséquences, je veux dire, de certains stress. Et bon, certains stress peut-être, je veux dire, euh, centrés sur des objets, centrés sur des personnalités, ce qu'on appelle euh, des phobies, des peurs, des stress causés par des personnalités, des objets, voilà. Et tout objet peut être stressant. Maintenant, certains stress peuvent venir d'éléments traumatisants. Voilà, ça c'est d'office. Hein. Si le cerveau a emmagasiné, je veux dire, une peur, et qu'elle l'a stockée dans une zone de mémoire, fatalement, quand elle va rencontrer ce même objet, elle aura peur parce qu'elle a subi une conséquence de cet objet-là, ben, fatalement, elle va finir par avoir peur de... On peut comprendre que les gens, ils ont peur des escaliers parce qu'ils peuvent se casser la gueule d'un escalier. Je m'excuse de l'expression, mais ils peuvent tomber de l'escalier, se retrouver à l'hôpital à 8 h du soir. Vous montez, vous allez coucher, vous montez les escaliers, ben, vous pouvez à la place d'aller terminer au lit dans votre chambre, vous pouvez finir, je veux dire, au sol de l'escalier. Donc fatalement, il y en a et se retrouver à 8 h du soir à la place d'aller dans votre lit, se retrouver à 8 h du soir à l'hôpital. Bon, bah, c'est pour ça qu'il y en a qui ont peur des escaliers. Et plus on vieillit, plus on risque de tomber des escaliers, le risque est grand de tomber des escaliers. Donc il y en a qui commencent à avoir une peur des escaliers. Voilà. Et j'avais nommé la peur des escaliers, je l'ai vu, je l'ai parcouru, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Maintenant, on dit toujours que quand on s'est fait piquer par le serpent, ben, on a peur on a peur même de la corde qui ressemble au serpent. Ça, d'office, vous comprendrez que hein, quand la mémoire a mémorisé quelque chose de négatif, mais fatalement, elle en fait une maladie. Elle peut en faire une maladie. Bon, et de ça, beaucoup de peurs peuvent provenir justement de traumatisme. Quelqu'un qui a été volé chez elle, quelqu'un qui a été frappé chez elle, quelqu'un qui a subi des agressions à l'extérieur, quelqu'un qui a subi pas mal de choses. Je veux dire, dans sa vie, ben, elle peut mémoriser ça et je veux dire, en ressortir des éléments négatifs de tout ça. Voilà, et donc chaque fois qu'elle verra, par exemple, quand quelqu'un qui a été frappé par un coup de couteau, ben, quand elle a vu la scène, ben, un couteau ça sert à quoi? Ben, un couteau ça sert à couper de la viande, à couper pour ne pas avaler la viande de travers. Voilà, ça sert à couper les patates. Les patates, hein, je dirais, certains appellent les patates les Canada, enfin, je rigole, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ouais, c'est vrai que dans la vie, il faut savoir rigoler, parce que bon, c'est un antidéstressant, c'est le rire. Hein. Voilà, le rire. Savoir rire, rire est un déstressant. Faire du sport, c'est un déstressant. Enfin, et toutes les activités qu'on aime bien, ce sont des déstressants. Voilà, bon. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui... Le couteau, ça sert à quoi? Mais je veux dire, le couteau, ça sert à la nourriture, à couper voilà, la charcuterie, etc., etc. Mais quelqu'un qui a vu un acte barbare en face avec une personne qui a eu un coup de couteau, ben, elle risque d'avoir peur du couteau. Voilà, elle risque d'avoir peur du couteau, de la présence d'un couteau. Parce que là, il y a la scène qui lui remonte à la tête, où la scène est stockée dans le cerveau, malgré qu'il ne monte pas au cerveau, je veux dire, la scène est stockée. Donc à ce moment-là, quand il voit un couteau, ben, il a peur du couteau. Voilà. Donc c'est délicat. Donc en fait, on peut avoir certaines phobies suite à certains événements, on va dire traumatisants. Qu'est-ce qui est accident traumatisant? Mais c'est tout ce qui peut, je veux dire, provoquer, je veux dire, des torts au physique, au mental, des torts au physique et au mental. Mais aussi des torts à autrui et dont on a, je veux dire, mémorisé. Voilà. On a mémorisé, on n'a pas extériorisé, et on a mal extériorisé des choses qui se sont passées autour de soi, mais je veux dire, on peut subir un traumatisme et donc en faire une phobie. En faire une phobie. Maintenant, les gens ont peur des serpents ou des petits animaux comme ça, des souris, etc. Ben, la souris va pas rentrer dans la bouche, aller dans le ventre. Hein. Bon, vous comprendrez qu'il ne faut pas avoir peur des souris. Maintenant, le serpent, il y a des animaux dangereux, fatalement. Mais il faut savoir, maintenant, tout le monde n'a pas la possibilité de gérer un serpent. Certains peuvent prendre un serpent en main avec une barre de fer, avec un bout de bois, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui peuvent maîtriser un serpent à la main,
Mais c'est pas donné à tout le monde, voilà, parce ils ont vécu avec les serpents depuis petit, on leur a appris comment gérer un serpent, mais il existe des serpents, si vous allez dormir dans les bois, ben, fatalement, n'allez pas dormir dans les bois, parce qu'il y a des grands serpents dans certaines jungles, qui peuvent vous entourer, vous étrangler, vous avaler, fatalement. Donc à ce moment-là, n'allez pas faire certaines choses dangereuses, ça d'office, si vous allez vers le danger, vous allez avoir du danger. Voilà, si vous allez vers le danger, vous allez avoir du danger. Si vous cherchez l'aventure, ben, vous allez à l'aventure. Donc, fatalement, dans l'aspect aventure, il y a le danger. Donc, si vous allez à l'aventure, ben, je veux dire, là, on n'a pas affaire à des phobies. C'est vous qui prenez des risques et donc il faut mesurer les risques que vous allez prendre. Voilà, si vous voyez des serpents, vous ne savez pas gérer un serpent, vous n'avez pas appris à gérer un serpent, mais faites très attention. Ça, c'est pas une question de phobie, c'est une question, de bon sens. Je veux dire, si le serpent vient vous pique, vous morde. Hein, parce qu'un serpent, quoi, ça peut mordre avec ses dents. Et si ça vous mord, ça vous lâche plus. Hein. Et je veux dire, et avoir une bestiole comme ça, je veux dire, long, comme ça, en train de vous mordre, et surtout si elle est en train de vous mettre du venin, ben, si c'est du venin très dangereux, vous pouvez risquer tout et n'importe quoi. Hein. C'est un poison, le venin, c'est un poison. Voilà, donc en fait, vous pourrez... Et alors, si elle vous étrangle, c'est encore pire. Et si elle vous avale, c'est encore pire. Donc là, ce sont des risques et il faut faire attention aux risques. Tout est dangereux. Quand on va dans une entreprise, ben, les machines sont dangereuses. Hein. On peut se faire couper la main, broyer, on peut se faire broyer tout le corps, etc., etc. Et certaines personnes ont vu des gens voilà, avoir des accidents, ils ont eu des phobies, ils ont commencé à se méfier des machines. Voilà. Et là, il y a une peur sur les machines, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une peur sur les machines. Et donc, on peut avoir des... voilà, il faut, pour se préserver, je veux dire, physiquement et mentalement, mais il faut mesurer les risques, savoir réagir à certaines situations. Mais maintenant, toutes les situations ne sont pas gérables telles quelles. Si quelqu'un a subi un braquage à arme à feu, que le gars en face de soi, il est tellement énervé parce qu'il a pris de la drogue au niveau du braquage et qui finit par tirer un coup, mais ça, bon, vous ne pouvez pas y échapper, hein, parce que vous avez une arme à feu, c'est difficile d'échapper. Hein. Même si vous courez, la personne peut vous tirer à quelques mètres et je veux dire, vous êtes touché. Donc à ce moment-là, c'est des situations complexes et là, bon, on se dit que c'est peut-être les derniers moments de sa vie. Si et on fait qu'une chose, c'est de prier pour que la situation, on s'en sorte. On s'en sort de la situation. Mais bon, on peut ne pas forcément s'en sortir de la situation. Et beaucoup de gens, c'est pareil. Par exemple, je prends le cas euh, euh, d'histoire familiale qu'on retrouve dans les gazettes. Et voilà, là on retrouve des choses négatives. Et certaines personnes n'ont pas su y échapper. Voilà. Et certaines personnes ont subi, je veux dire, des torts et qui ont fini, je veux dire, au cimetière. Voilà. Donc ils ont passé échappé. Et chacun aura sa mort, bien sûr, fatalement. Bien sûr, on vit, mais on n'est pas à l'abri de, je veux dire, on sait bien quand on vit, mais on ne sait pas quand on va mourir. Et donc, on ne va pas y échapper, ça c'est sûr et certain. Mais comment, on ne sait pas. Donc voilà. Donc il y a l'inconnu, mais je veux dire, à chaque moment, chaque instant, je veux dire, une lutte contre la mort. Vous prenez votre voiture, il faut faire très attention qu'il n'y en a pas un qui dérape, qui vous fonce dessus. Voilà. Vous mangez une viande, il faut faire très attention à ne pas avaler un gros morceau de viande. Voilà. Je veux dire, il faut faire attention à n'importe quel moment de ne pas attraper un AVC. Voilà. Il faut faire attention à n'importe quel moment de ne pas attraper je veux dire, une crise cardiaque. Voilà. Enfin bref, il faut faire attention à n'importe quel moment de ne pas tomber sur quelqu'un qui viendrait vous braquer. Bon, ça arrive souvent dans les magasins. Voilà. Donc, tout ceci, je veux dire, c'est une lutte permanente de tous les jours que vous êtes face à la mort, mais je veux dire, quand on a une situation réellement stressante, ben, il faut la gérer, il faut faire très attention, je veux dire que euh, de bien s'en sortir, mais il y a des conditions qui font que vous ne savez pas vous en sortir. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a des conditions. Et là, c'est parce qu'en fait, c'est votre destin. Votre destin, ça veut dire vous êtes en fin de vie et il faut bien un événement. Il faut bien quelque chose pour que vous partiez. Hein. On peut avoir la mort naturelle, mais c'est pas toujours la mort naturelle. On peut avoir une mort soit par maladie, hein, longue ou courte maladie. Moi, pour avoir des événements, je veux dire, de la vie de tous les jours, qui peut faire en sorte que vous pouvez partir. Et que c'était, on va dire, votre destinée, c'est de la façon par laquelle vous devez partir. Voilà. Vous ne devez pas partir dans votre lit, mais vous devez partir par un événement. Et c'est cet événement-là qui s'est produit. Et voilà. Et c'est ça qui... Voilà. Et donc là, on ne sait pas y échapper. Il y a des choses qu'on peut échapper hein, au cours de son existence, mais qu'on ne peut pas échapper à son destin. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc en fait, les phobies, c'est un petit peu ça. Vous allez voir le site et vous allez démystifier ces fameuses phobies.
qui sont un petit peu, je veux dire, embêtantes, fatalement embêtantes dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des personnes qui, à un point tel, ne peuvent plus bouger de chez elles parce qu'en fait, elles sont bloquées à cause, je veux dire, de certaines ces maladies. Et donc, elles sont, on va dire, ennuyées, embêtées, on va dire, parce qu'en fait, elles ne savent pas vivre correctement euh, leur vie sociale. Ouais, ça, c'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Ça arrive et donc là, à ce moment-là, ça demande des soins au travers, je veux dire, d'une aide médicale. Voilà, je vous remercie beaucoup.